dans un état critique, saison 2, et oui, épisode 1, c'est la rentrée. Alors après un épisode que vous avez particulièrement apprécié qui parlait du Festival d'Avignon, nous voici de retour, presque au complet, pour parler cinoche et séries. Au programme, des gros blockbusters de l'été, du super-héros, en veux-tu en voilà, de l'émotion, du film d'horreur, un vintage, Caro et Jeunet et quelques petites recommandations. Avec moi, Christophe du site Critique d'un passionné qui a cartonné durant tout l'été à Avignon, et Olivier, d'aucun site, mais ça ne l'empêche pas de donner son avis. Et une petite pensée pour Florian, petit ange parti trop tôt, mais vous inquiétez pas, qui reviendra dès qu'il aura fini de construire sa villa sur 6 étages. Je suis Lilian et on commence tout de suite. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous. On a déjà pas mal d'abonnés, donc merci, mais continuez de vous abonner. On est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, PodCloud, partout. Vous nous mettez les 5 étoiles et ce n'est que de l'amour. On est même sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous là aussi. Christophe, salut. Bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cinéma. C'est sympa de vous retrouver pour ça. Et c'est vrai qu'on a bien parlé de théâtre, toi et moi, durant cet été, et franchement, ça a été le podcast le plus écouté, donc merci encore à ça. Salut Olivier. Salut. Non, donc nous sommes de retour, enfin. Voilà. Alors petite pensée évidemment pour Florian, vous inquiétez pas, il n'est pas mort, il a pas été viré. Sauf que Florian, alors c'est très étonnant, c'est un comédien qui travaille à fond et en même temps il a plein de projets immobiliers. Il fait souvent des allers-retours d'ailleurs en Suisse. On le salue, on lui fait un petit coucou comme ça de loin. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis merci à vous encore une fois de nous avoir suivis sur cette première saison un peu tronquée dans laquelle on a fait quand même 8 épisodes. Et puis on est parti pour une deuxième saison. On fait un gros bisou. J'ai fait personnellement d'ailleurs un gros bisou plutôt à Jennifer qui n'arrêtait pas de me réclamer quand est-ce qu'on fait un nouvel épisode parce qu'elle a besoin de nous écouter durant ses transports en commun. Et là, je suis sûr qu'elle se marre au moment où elle écoute effectivement ce podcast. Alors, on va évidemment parler des films qu'on a vus durant cet été. On va plus ou moins spoiler puisqu'il y a quand même des films qui sont sortis il y a un certain temps. On espère que vous les avez vus. Je sais sur certains sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord, mais allons directement dans la matrice, allons directement dans les débats. Est-ce que Christophe, t'aurais pas un petit pitch pour Jurassic World ? Alors c'est parti. Une équipe de scientifiques part chercher le sang de 3 terribles dinosaures pour sauver l'humanité. Ils rencontrent une famille en perdition, parce que le drame familial, ça fonctionne toujours. Nous avons aussi le très méchant homme d'affaires, et bien sûr des dinosaures plus mutants que les X-Men. C'est un peu le remake de tout ce qu'on a déjà vu, mais ça s'appelle Renaissance. Donc on va faire confiance au public pour qu'il ne se rende pas compte qu'on se fout de sa gueule. Alors Olivier, vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de ce Jurassic World, pendant que Christophe boit un coup? Il a un avantage, c'est d'être meilleur que le dernier de la dernière trilogie qui s'appelait quand même comment déjà Je sais même pas, je pense que j'ai déjà oublié moi. Même ça on a oublié. C'est Dominion en anglais, je sais même plus le titre français qu'ils avaient donné, qui était mais excellemment mauvais, qui durait une éternité, qui voulait rien dire, voilà. Après c'est pas une énorme qualité d'être meilleur que celui-là vu le niveau. J'ai pas détesté, j'ai trouvé que c'était un honnête film d'aventure. Après il serait temps qu'ils arrêtent, qu'ils passent à autre chose, qu'ils laissent remourir les dinosaures comme il y a 65 millions d'années. Voilà. Pour moi ça a fonctionné. Après, y a pas, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est pas mal mis en scène. Moi, je reste assez fan de ce que peut faire Gareth Edwards des franchises sur lesquelles il travaille. Après, le scénar, y en a pas, soyons honnêtes. Et le casting, bon, voilà, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu, voilà. Oh, Scarlett quand même, c'est pas tant du réchauffé que ça, Scarlett. Oui, enfin, ouais, on en refait une femme forte comme elle était dans les Marvel, ce qu'elle n'a jamais été avant dans d'autres films. Voilà, ils reprennent un peu
Mais et puis elle est pas, c'est pas une honte ce qu'elle fait, loin de là. Non, le film est largement oubliable. Après, oui, est-ce qu'on se fout de la gueule du spectateur ou pas? Je sais pas. Moi, pour donner mon avis rapidement avant de laisser Christophe dire le sien, j'avais très envie, j'avais tellement confiance en Gareth Edwards qu'en fait peut-être j'ai mis trop de... Je sais pas à quel moment les studios lui ont mis les bâtons dans les roues, parce qu'effectivement, d'un point de vue scénario, de rajouter cette famille de débiles, de rajouter un petit dinosaure pour vendre des peluches, tout ça fonctionne pas. Alors, le début, je le trouve plutôt bien foutu, même avec cette espèce là de dinosaure marin. Il y a vraiment des scènes. C'est un mec, il sait filmer le gigantisme, ça, il y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'au bout de 3/4 d'heure de film, bon, tu sais exactement tout ce qui va se passer, t'es devant tout du long, t'es même pas impressionné par cette espèce de mutant dinosaure qui fait 100 fois moins flipper que le T-Rex du premier film. Et donc au bout d'un moment, bon bah les gars, je suis désolé de dire ça, mais c'était les Jurassic c'était mieux avant, tout simplement. Christophe. Oui. Ouais, le bon truc du film, c'est Gareth Edwards. Le gars, il sait faire de l'image et il y a vraiment des bonnes scènes. Moi, l'attaque en mer, là, dont tu parlais, je trouve qu'elle est bien foutue. Et même l'attaque du T-Rex, elle est quand même originale. Et puis, elle est bien filmée. Et c'est en décor naturel. C'est pas sur des fonds verts, donc c'est un côté un peu plus réaliste, comme ce qu'il a fait dans tous ses autres films. Même quand il a fait du Star Wars, c'était en décor naturel, avec des effets numériques quand même, mais il y a quand même une partie du décor qui est naturelle. Mais après, il a beau savoir filmer, bah ouais, on lui a servi un scénario tout pourri, quoi. Moi, j'avais l'impression de jouer à un jeu vidéo. T'as 3 quêtes à faire où tu vas chercher tes objets de quête, et à la fin, t'as le méga boss final, et qui est toujours plus gros que. À un moment, tu te demandes, ils vont faire un épisode où ils vont créer Godzilla. C'est eux qui vont réussir à le créer, Godzilla. Ça en devient ridicule tellement qu'ils sont gros. Les nouveaux vélociraptors là, alors c'est censé être des vélociraptors qui volent, mais bon, ils volent quasiment jamais. Et ils te refont la scène de la cuisine de Spielberg en moins bien. Et non, c'était joli, hein, mais je me suis fait chier. Après ça cartonne, donc ils vont pas s'arrêter là, hein. C'est le plus gros succès de l'été. Le film je crois qu'il a fait pas loin du milliard. Olivier. Non, 800 et quelques. Ouais, il s'en est approché. Et ouais. Je pense même que c'est un des plus gros chiffres de l'année si on compte pas comment ça s'appelle le jeu. Le jeu genre Lego, Minecraft. Merci. Et ça fait flipper quand tu te dis que les deux gros succès de l'année c'est Minecraft et ça, c'est chiant. Après voilà, c'était joli, hein, mais bon, j'en attendais aussi beaucoup plus. Je me disais qu'il allait relancer le truc avec un nom comme Renaissance, mais non, c'était pas mal déjà vu, quoi. Est-ce que je peux ajouter une chose? Oui, vas-y. Et pour rebondir sur ce quand tu disais Gareth Edwards, on lui sert un scénario, de ses propres paroles, c'était au moment je crois que c'était même de son, de son film, de son propre film, on va dire, The Creator, où il lui-même dit qu'il préférera toujours mettre en scène un mauvais scénario mais en faisant des images léchées qu'avoir un super scénario filmé, alors je me souviens plus de ces mots exacts, mais filmé moyennement. C'est un mec, alors c'est peut-être sa limite, c'est un mec tellement focalisé sur les images qui s'en fout un peu de filmer des conneries, et je crois pas qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues. Je lisais une longue interview de lui, le scénar, ce qui est rare sur les blockbusters aujourd'hui, le scénar a pas été tellement changé, c'est ce qu'on lui a présenté dès le départ, hein. Donc je pense qu'il s'arrange comme ça, où effectivement on le laisse faire parce que esthétiquement il fait des trucs comme vous le disiez, hein, la scène avant que ça parte avec le dinosaure mutant et tout. La scène dans la station-service est hyper bien gaulée. Il y a des très belles images, hein, comme dit Chris, c'est très joli. Après voilà, c'est les limites, c'est que le scénario c'est une énième ressucée de ce qu'on a vu 1000 fois. Et comme tu disais Lilian,
en bien meilleur, en largement meilleur. Et moi, je dirais même que c'est le meilleur depuis le deuxième Jurassic Park. Ça reste pas bon, mais enfin moi tout ce qui est après le deuxième Jurassic Park, j'ai pas aimé donc. Voilà. Ouais, je suis pas. Par exemple, le Jurassic Park 3, beaucoup de gens l'aiment pas. Je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est un bon film d'aventure. Ah, c'est sûr, c'est arrivé après les deux Spielberg, mais et dans les autres, il y a des choses qui sont pas achetées. Moi, l'idée du huis clos dans le Fallen Kingdom, je le trouve pas dégueulasse. Voilà. Moi, je le compare surtout par rapport au dernier qui était une catastrophe. Une cata. Allez, avançons, parce qu'on a quand même pas mal de films à voir. Et parlons de ce fameux Superman de James Gunn. Christophe, pour le petit pitch. Superman de James Gunn, c'est l'histoire d'un héros qui quitte le MCU parce que même lui trouvait qu'il y avait trop de multivers à gérer. Résultat, il traverse la rue et arrive au DCU et découvre qu'il n'a pas besoin de 15 Spider-Man pour sauver la planète. Juste une bonne cape et un réalisateur avec du fun et de l'humour. Très bien. Alors, je sais qu'on n'a pas tout à fait le même avis là-dessus, donc je vais me lancer le premier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et plus j'y repense, plus c'est un film que j'ai très envie même de revoir. Ce Superman extrêmement humain qui, dès le départ, se fait totalement bousiller la tête, parce que sinon, en principe, Superman il est trop fort, quoi. Il y a personne qui peut le battre. Il se fait éclater par cet Ultraman. Ce que j'aime dans l'univers, mais c'est encore une fois, hein, je pense que c'est l'univers de James Gunn. Il va mettre des kaiju partout. Il va mettre, je trouve, de l'humour, mais de l'humour avec du sens. C'est pas forcément de l'humour à la Joss Whedon, la bonne blague pour faire la bonne blague. Oui, il en fait trop. Superman, oui, il va sauver les petits écureuils. Il essaye de sauver tout le monde, et je trouve que le procès qu'on lui a fait, ce film. Alors, je parle pas de tous les haters fans de Snyder, qui chient sur le film par principe même. Je trouve que ce Superman qui est une éloge de la gentillesse me fait plaisir, parce que on a besoin de gentillesse dans ce monde qui est devenu tellement cynique, et ça n'empêche pas, je trouve, Gunn, à l'intérieur de son film, de lancer pas mal de choses, parce qu'il y a un contexte politique, il est pas idiot, on voit très bien tout à fait à peu près à ce à quoi ça fait référence. Il est en train de créer son propre univers que je trouve extrêmement intéressant. Je pense qu'on sera tous les trois d'accord pour dire que Les Gardiens de la Galaxie, c'est la meilleure trilogie qui existe dans l'univers du MCU. Et je terminerai en disant que de mettre en scène dans ce monde parallèle, dans cette espèce de multiverse là des singes haineux qui trollent à mort. Je trouve ça tellement intelligent de sa part. L'acteur David, je ne sais plus comment il s'appelle, je le trouve très très bien moi en Superman. La première scène qu'il a d'interview avec Lois Lane, et elle est vraiment géniale, parce que ça raconte vraiment quelque chose. Les dialogues sont toujours très très bons. Moi, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose au second plan dans les films de James Gunn. Alors, c'est coloré. On peut très bien dire, oh là, moi, le clébard, je m'en fous. Moi, le clébard, je m'en fous. Mais il y a toujours une espèce d'un animal, il y a toujours un animal qui traîne aussi chez James Gunn. Comme on dit, on peut s'en foutre aussi de Rocket Raccoon, et pourtant le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie, alors il est humanisé, hein, j'entends, ce Rocket Raccoon, c'est pas ce super dog là, mais voilà, moi j'ai vraiment marché. Je trouve que le film fonctionne à plein d'états, je trouve que c'est très bien réalisé. Il y a pas énormément de surprises. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment aimé. Christophe. Alors, oui, dans les côtés positifs, il y a moi j'ai aimé dans le cinéma de James Gunn, le côté fun, coloré, l'humour, même le côté des lunettes de Superman. Il arrive à faire en sorte que c'est un pouvoir des lunettes que personne ne le reconnaît. C'est hyper drôle, c'est hyper bien vu. Et puis c'est l'antithèse du Superman de Snyder, donc c'est bien, ça fait quelque chose de différent. Il y a toujours sa mise en scène, les combats sont ultra chorégraphiés, sont impressionnants, même si je trouve que dès qu'il passe le portail, les écrans verts, c'est pas forcément toujours réussi.
Mais moi, ce que j'ai pas aimé, justement, c'est la proposition du Superman. C'est censé être le mec le plus puissant, mais il passe son temps à se prendre des tatanes dans la gueule, quoi. C'est, et donc oui, c'est pas le Superman que je viens chercher au cinéma. Moi, pour moi, le Superman, c'est lui qui défend les autres. Là, pendant qu'ils se battent contre le kaiju, justement, il sauve tout le monde, dont le fameux écureuil, quoi. Il se bat pas, il va sauver un écureuil au lieu de se battre. Et le côté zéro dommages collatéraux. Il y a zéro victime. Je pense que même Terminator, dans Terminator 2, bah, il se fait chier à essayer de pas les tuer. Là, Superman, de toute façon, il sait que de toute façon, t'as un combat en pleine ville, il y a zéro mort. Même le combat quand la guerre dans l'autre pays dont j'ai oublié le nom. Même là, je pense qu'il y a zéro mort quand il y a la baston, quoi. C'est un truc de malade tellement il y a zéro dommages collatéraux. Et alors ouais, ils veulent apporter un côté humain à Superman, mais ouais, je trouve ça maladroit le discours final de je suis plus humain que vous. Ouais. Oh, Après c'est fun et divertissant, hein, mais c'est censé lancer la licence. Je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de voir d'autres choses. Olivier? Alors, moi pareil, j'ai beaucoup aimé le film. On fera même après, j'imagine, la comparaison avec les 4 Fantastiques en termes de film de super-héros. J'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est un très très bon film. James Gunn, super réalisateur. Les dialogues sont au cordeau. C'est, comme tu dis, il y a toujours un second plan dans ce qui se dit. Voilà, c'est du James Gunn pur jus. Mais pareil, j'ai pas aimé la proposition. Alors, moi, c'est pas tant qu'il se fasse mettre sur la gueule, parce que ça peut être sympa, et puis le héros se relève. C'est plus le côté, alors je sais qu'on en a parlé et que t'étais pas d'accord avec moi, c'est ce côté où il est limite neuneux. Alors, oui, même dans les comics, parce qu'il faut en parler des comics, Superman, c'est quelqu'un de très humaniste. Finalement, le Superman de Zack Snyder ressemble plus à des BD, des comics qui ont été écrits plus tard, mais de base, Superman est un personnage très humain qui essaye d'être même finalement plus humain que les humains, effectivement, parce que de sauver des écureuils, je suis pas sûr que toute personne sur Terre le fasse, mais toi voilà, aussi. là, Toi, tu le fais. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion, mais pourquoi pas. Mais là, je trouve qu'il pousse le truc un peu loin, en faire un personnage vraiment ultra naïf. Il y avait ce côté naïveté dans le Superman de Christopher Reeves, mais là, c'est too much. Et voilà. Alors effectivement, c'est très subjectif. Moi, j'ai préféré, alors avec les défauts du film, hyper machiste, tout ce que tu veux, j'ai préféré la proposition de Snyder qui fait un Superman, bon, je suis désolé de dire ça, mais qui s'est un peu acheté des couilles. Là, ouais, en fait, voilà, je suis pas charmé par la proposition qu'il a fait. Après, le spectacle en lui-même est énorme, même si je trouve qu'il y a trop de vilains. Trop de gentils, il y a trop de persos dans le film, on s'y perd. Alors même si, pareil, j'ai lu que ce que voulait faire Gunn dans son univers, ça serait que ce soit jamais réellement un stand-alone. Il y aura toujours des personnages autour on va dire, du héros principal du film. Et alors, juste ce que tu disais par rapport à Rocket Raccoon, Rocket, c'est quand même un personnage à part entière, autant que Drax, Queen et compagnie. Là, le clébard, oui, il est là pour ramener les bambins dans la salle de ciné. Ouais, ça, je suis vraiment beaucoup moins fan. Je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même une explication à propos de pourquoi ce clébard est là à la fin. Ouais. Oui, ouais. Je veux pas spoiler l'explication de la fin, même ce qui est amené pour la suite du truc. Ouais. Là, pour le coup, moi, je trouve qu'on s'en fiche un peu, quoi. Pas d'un intérêt. Là où Rocket, même sans parler du 3e, mais dans les 2 premiers films, avait encore une fois un rôle à part entière. Voilà. Après, le spectacle est entier. Moi,
moi, je suis très fan de James Gunn. J'ai quand même envie de savoir ce qu'il va faire par après. Ayant lu qu'effectivement, là maintenant, en juin 2027, normalement, il devrait y avoir donc le Man of Tomorrow qui serait le Superman 2, mais qui serait pas vraiment un Superman 2. Enfin voilà, je suis curieux quand même. Moi, je reste curieux, mais voilà, ça m'arrive rarement de dire ça. Hein. Comme tout à chacun, je pense. Mais de dire j'ai adoré le film, je trouve que c'est un super bon film, mais la proposition me touche pas. Et alors, parlant de super-héros, le pendant chez Marvel, Christophe, est-ce que tu peux nous faire le pitch des Fantastic Four ? Et si le vrai super pouvoir des Fantastiques n'était pas l'élasticité, l'invisibilité, le feu ou la roche, mais de survivre à un énième reboot ? Il faut dire que Marvel a sorti le grand jeu Pedro Pascal, en espérant qu'il prenne soin du MCU aussi bien qu'il a géré Grogu et Ellie. Alors, Christophe, c'est à toi de nous dire ce que tu en as pensé en premier. Alors, le film, au début du film, j'ai été vraiment impressionné, c'est la direction artistique. Il y a vraiment un gros travail qui est pas sans rappeler Loki, à se demander s'ils sont pas dans le même multivers. T'as ce côté très années 60-70, avec ça fait un côté rétro-futuriste. Plutôt 60. Hein. Ouais, plutôt 60, ouais. Et j'ai vraiment aimé ça. Et même j'ai vu les deux films 4 Fantastiques et Superman coup sur coup, et j'avais vraiment préféré les 4 Fantastiques. Mais après, là j'ai vu le film il y a 2 mois, et il me reste pas grand chose. Et en fait, Superman, ça m'a largement plus marqué. Alors t'as le casting qui est Pedro Pascal ou Vanessa Kirby, ça joue bien. Hein. Il y a pas photo. Hein. Mais le gros souci que j'ai, c'est que j'ai 0 scène d'action qui m'ont marqué. Et pareil, les pouvoirs, je trouve qu'ils sont hyper mal utilisés. Ils ont tous des super pouvoirs. Il n'y a pas un combat où c'est chacun utilise son pouvoir pour aider l'autre, machin chose, pour aller réussir à atteindre leur objectif. Quoi. Enfin, moi, il me reste 0 scène marquante d'action. C'est un truc. Alors peut-être que j'étais fatigué. Hein, c'était à la fin du festival. De toute façon, là, tout ce que j'ai vu au mois de juillet, je l'ai pas vu au bon moment. On va parler d'un film tout à l'heure. C'était compliqué le cinéma pour moi. Mais c'est vrai qu'il me reste rien visuellement à part ce côté. C'est plus les décors qui m'ont impressionné que les scènes d'action. C'est un peu ballot pour un film d'action. Et puis je me suis absolument pas attaché aux personnages. C'est con parce que on les connaît. Alors moi je lis beaucoup moins les comics que vous, ça a moins bercé mon enfance. Mais les 4 Fantastiques, je les lisais quand j'étais petit, donc je connaissais les personnages. Et puis il y avait eu plusieurs films, bon, plus ou moins réussis, même plutôt moins. Même si le premier, moi je trouve qu'il était pas si mal que ça. Mais ouais, je m'attache pas au personnage, j'ai aucune inquiétude, toute l'histoire autour du 5e personnage, je sais pas si on en parle, mais bon, il y a un 5e personnage à un moment. T'es jamais inquiet, tu sais comment ça va se finir, c'est que fait que j'avais pas de tension pendant le film. Et puis alors la morale sur la famille, mais même Fast Furious, ils osent pas quoi. Le truc, notre famille, c'est pas nous, c'est le monde entier, vous faites tous partie de notre famille, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Ouais. C'est parce que t'es un nihiliste, toi, c'est pour ça. Peut-être. Mais voilà, en fait, et c'est voilà, bizarrement quand je suis sorti du cinéma, j'étais plutôt satisfait, mais moins de mois après. Pour donner mon avis rapidement, moi j'ai beaucoup aimé vraiment la direction artistique, le casting. Joseph Quinn en torche est superbe, et Ebon Moss-Bachrach, je crois que c'est plus comme ça son nom, arrive à donner quelque chose avec sa voix à la chose qui est hyper bien faite. J'aime Galactus parce qu'il ressemble vraiment à ce Galactus que j'ai pu voir dans les comics. Évidemment, ils l'ont nerfé, c'est-à-dire que le personnage est beaucoup moins fort que ce qu'il est, parce que en principe, voilà, c'est un personnage qui est cosmique et archi puissant. J'ai trouvé que moi, les scènes d'action, je les ai pas trouvées dégueulasses, et Vanessa Kirby est vraiment mise en avant et c'est très fort. Ce qui me fait un tout petit peu redescendre avec le temps, c'est qu'effectivement, on voit très bien que le film a été forcément charcuté au montage. Le love interest de la chose est totalement coupé
on le voit, tiens, bah, il est amoureux d'une petite nana, puis non, enfin, on va pas en voir plus. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont coupées aussi sur la surface d'argent. Je crois, on a vu que dans la bande-annonce, il y avait John Malkovich, le personnage a été complètement effacé. Donc, pour faire tenir à tout ça dans un film de moins de 2 heures, je crois que c'est à peu près ça la durée. Je trouve qu'il a été charcuté à des endroits, ce qui fait que la proposition émotionnelle pour moi ne m'a pas atteinte comme j'aurais voulu être atteint, et d'autant plus que quand Suzanne elle envoie toute la pâtée et que Pedro Pascal lui fait mais attends, mais fais pas ça parce que tu vas mourir. En fait, on n'a même pas été prévenu à la base qu'elle pouvait dépasser ses capacités et en mourir. Et donc c'est un peu complexe, je trouve. Je pense que le film a été charcuté au montage, d'où ce manque, à mon sens, d'émotion. Après, j'ai aimé la proposition artistique, la direction artistique, comme tu dis, qui est vraiment très belle. Et il est vrai que les pouvoirs, alors on voit quand même ceux de Johnny Storm, mais la chose est vraiment reléguée tristement, je trouve, en arrière-plan. Olivier ? Je suis plutôt complètement d'accord avec toi. Alors, je dirais pas que j'ai beaucoup aimé. C'est là qu'intervient la comparaison avec Superman. C'est drôle parce que là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé la proposition. Alors, je vais pas revenir sur le visuel. Effectivement, le monde rétro-futuriste, c'est assez génial. L'idée de, je vais être obligé un peu de spoiler, mais l'idée de devenir parent, et cette idée, comme dans Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. J'ai adoré effectivement le personnage de Suzanne, Pedro Pascal en Reed Richards, qui c'est une sorte d'autiste, hein, Reed. Il est tout le temps dans ses trucs, qui sait pas où se placer en tant que père, en tant que super-héros. Qu'est-ce qu'il doit sacrifier ou pas. Il y a tout un truc très intéressant autour de ça. Et effectivement, encore une fois, on le sent, t'as tout à fait raison, on le sent bien que le film est charcuté. Le rôle de la chose, il sert pas à grand chose, fondamentalement. Ouais, il y a des ellipses, il y a des choses qui vont un peu vite, des choses qui sont pas expliquées. Et surtout, et là, pour le coup, contrairement au film de James Gunn, il y a un manque d'ampleur, qui fait que, voilà, autant j'ai aimé la proposition, autant il m'en reste pas, après 2 mois, comme vous dites d'ailleurs tous les deux, il m'en reste pas énormément de choses, contrairement au Superman. Donc oui, une petite déception parce que ça aurait pu être un truc assez énorme. Je suis comme toi, Lilian, le Galactus, je trouve qu'il ressemble vraiment à quelque chose. Il y avait plein de choses pour faire un très très bon Marvel, même si je trouve que c'est avec Thunderbolt, je trouve que c'est un des meilleurs depuis très très longtemps. Mais voilà, une petite déception sûrement due au charcutage du film, à son manque de à son manque d'ampleur, quoi. Et ce que je trouve terrible un petit peu pour conclure là-dessus et pour passer à autre chose, mais ça tu vas pouvoir nous dire quand même, Olivier, on est tous d'accord pour dire que Thunderbolt et 4 Fantastiques, ça relève le niveau par rapport à un certain nombre de merdes qu'on a pu voir de la part du MCU, et ça n'a pas marché au box-office. Ouais, mais comme Thunderbolt. Oui, c'est ce que je dis. Ces 2 films-là, malheureusement, il y a du mieux, mais le public suit pas, donc ils vont nous renvoyer encore cette merde. Et quand on sait ce qui est en train de se passer sur le tournage de Doomsday, où t'as visiblement, on croit comprendre que ça serait entre Downey Jr. et Ryan Reynolds, où ça serait foutu sur la gueule, que les mecs vont tourner leur scène, chacun dans leur coin, qui vont être ensuite rajoutés au montage, qu'aujourd'hui ils continuent de tourner un film sur lequel le scénario n'est pas terminé, ça fait très très peur quand même pour l'avenir. Mais ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que par habitude, un peu, les gens allaient voir les Marvel,
une bouse comme Love and Thunder, le Thor, a fait quand même 850 millions de dollars. Ils essaient de rattraper le truc en faisant des films un peu plus quali, et c'est là que les gens disent ouais c'est bon, j'ai donné quoi. Et ouais, ça fait un peu flipper pour la suite, et c'est dommage parce que enfin, cela dit, le Captain America 4 n'était pas extraordinaire, hein, loin de là. Mais pareil, par curiosité, on verra bien, mais c'est un peu flippant. Allez, on continue dans les films de l'été. Christophe, est-ce que tu aurais un petit pitch pour Eddington ? En plein Covid, au Nouveau-Mexique, le shérif de la ville s'oppose au maire dans une lutte idéologique exacerbée par des tensions personnelles et sociales. Je vais commencer parce que j'ai eu un souci avec le film. C'est pour ça que je vais faire court. J'ai lutté contre le sommeil pendant 1 heure. J'ai même, je pense que j'ai eu des passages où j'ai dormi. Je fermais les yeux régulièrement. Et puis, forcément, quand tu vois le film en VO, que tu fermes les yeux, je parle pas un mot d'anglais. Donc, j'ai perdu énormément d'histoires. Même le personnage de la femme de Joaquin Phoenix, je pourrais pas dire son arc narratif parce qu'elle est surtout importante dans la première partie du film, mais j'étais pas là, donc voilà. Mais après que je me sois réveillé, ça m'a captivé. Grosso modo, c'est à la moitié du film, ça m'a captivé, et plus le film est avancé, plus j'ai été fasciné. Il faudra clairement que je revoie le film à l'occasion. On est c'est un western moderne et une satire incisive sur l'Amérique contemporaine, les complots, conspirationnisme, le populisme. C'est assez malin dans l'écriture et dans ce que ça montre sur la société, j'ai trouvé. Et puis Ari Aster, alors qu'on aime ou pas son cinéma, et je pense que c'est son film largement le plus abordable parce qu'il est loin d'être dans l'horrifique, même si à des moments ça le titille un peu de montrer du gore. Et il a un don pour installer les ambiances, le gars. C'est hyper oppressant, et le fait d'avoir placé l'histoire pendant le Covid, c'est génial l'idée, parce que ça apporte un côté anxiogène qui est décuplé. C'est malaisant, que c'est glauque, et puis toute la dernière partie du film, c'est jubilatoire à mourir, c'est un truc de malade. Le dernier acte est complètement what the fuck, et le dernier acte, j'ai vraiment pris un pied de fou. Mais c'est vrai que autant sur la forme, j'ai surkiffé le truc sur la deuxième partie, mais sur le fond, il me manque des éléments et il faudra que je revoie le film. Olivier, toi tu l'as vu ou pas, Eddington? Je me souviens plus. Et non, je l'ai raté, malheureusement, en plus, parce que j'avais très très envie de le voir. Je suis assez fan de ce metteur en scène. Donc, pour le moment, je ne peux pas donner mon avis. Je vais donner le mien très rapidement, évidemment, sans rien spoiler sur la première partie. Le film est très long, et c'est vrai que la mise en place, alors la mise en place est très longue, mais en même temps, je dirais, elle est justifiée par l'explosion qu'il va y avoir, parce qu'en fait, il y a une tension qui est permanente. On se doute bien que ça va péter à un moment. Ce qui est assez amusant, c'est que la ville dans laquelle le film a été tourné, le nom de la ville, c'est Truth and Consequences. On traduit pour Christophe, hein, la vérité et les conséquences. C'est assez étonnant. Donc, je pense c'est un film assez malin, bien évidemment. Grosse distribution. Évidemment, on parle de la fin, mais cette fin, elle est interminable. Hein. C'est quand même, je pense, un dernier acte qui doit durer, 40 minutes, où ça n'arrête jamais, mais c'est même plus long, et c'est l'une des fins les plus tragiques que je connaisse, en tout cas que j'ai pu voir de cette année, et c'est très fort. Il y a un côté très jubilatoire. Bien évidemment, c'est une attaque à l'acide de tous les complotistes, enfin de certain nombre de choses aussi. Ce que je trouve vraiment génial, c'est tout l'arc des jeunes blancs qui deviennent plus opprimés que les opprimés eux-mêmes, et ça, je pense qu'Olivier, c'est le genre d'arc narratif qui va énormément te plaire, parce qu'il y a vraiment des Golios, et tout qui est filmé mais vachement bien, jusqu'à une dernière scène absolument géniale mais presque qui est filmé avec un téléphone portable à la main et à la Doom, et c'est vraiment, ça raconte terriblement le monde dans lequel on vit. C'est assez génial. Joaquin Phoenix est
très très grand aussi dans ce film. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille. Je pense qu'il devrait bientôt sortir en VOD, tout ça, parce que bien évidemment, quand vous regardez des films ou des séries, vous les regardez de manière totalement légale. Est-ce que on parlerait pas du matérialiste, Christophe? Ok. Donc Lucie est une matchmakeuse ambitieuse de New York. Lors d'un mariage qu'elle a arrangé, elle rencontre Harry, un homme riche et séduisant, tandis qu'elle revoit John, son ex-petit ami, aujourd'hui acteur en galère. Elle va se retrouver tiraillée dans un triangle amoureux. Alors, on peut dire, ça non plus, hein, tu l'as pas vu, je crois, Olivier? Non. Bon, c'est quand même le casting le plus bandant de l'été. Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal. Je pense que rien que l'affiche, elle donne une certaine érection, voire d'autres, évidemment plein d'autres sentiments. Christophe, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors oui, le casting, c'est un charisme ouf et ça fait énormément pour le film. Puis ça joue bien, donc en plus d'être tous beaux à crever, ça n'enlève rien au plaisir du film. Après, moi, j'avais vu le film précédent de Céline Song, Past Life, et j'ai trouvé beaucoup plus maîtrisé son premier film que celui-là. Mais ça reste une comédie romantique plutôt de bonne facture. Même s'il n'y a pas vraiment de surprise, tu vois où ça va aller, tu sais comment ça va finir, ça y va, ça finit comme tu l'avais pensé. Mais il y a un ton assez surprenant, c'est que je m'attendais que ce soit un peu un ton comique, mais c'est assez doux amer. C'est un ton qui est plutôt nuancé. Il y a des moments assez légers, mais il y a d'autres passages qui sont plutôt durs. Et après, j'ai aussi un petit souci avec le film, c'est que j'ai du mal à m'attacher au personnage encore. Mais là, c'est parce que c'est d'un milieu qui me parle pas, le milieu friqué new-yorkais. Je m'identifie pas à eux. Ils jouent bien, les dialogues sont bien écrits, ça raconte des choses, mais je me sens pas concerné. Après, ça offre quand même une relation sur une réflexion sur les relations modernes où il faut cocher des cases, où c'est souvent par internet, etc. Et le message final est peut-être un peu facile, mais bon, c'était un moment plaisant. Ouais. Pour moi, la déception, elle est vraiment dans la fin. Là où je trouve que le film est extrêmement cynique tout du long, et plutôt intelligent dans le discours qu'il développe sur les normes, comme tu dis, les cases dans lesquelles on doit rentrer, qu'un homme qui fait plus d'1m82, c'est mieux pour les statistiques. Donc t'as des hommes qui se font agrandir les jambes, c'est complètement délirant, mais ça existe. Le fait de la proposition d'être dans un Manhattan extrêmement friqué me dérange pas, parce que les sentiments que ces personnages ont, c'est des sentiments qu'on peut partager aussi. Maintenant, c'est sûr qu'ils sont blindés évidemment à mort. Je trouve le trio évidemment très fort, un peu trop logique sur la fin, presque un tout petit peu. La morale de la fin, elle va un peu à contrario de ce que le film propose tout du long, et c'est la seule chose que je trouve un peu dommage. Après, moi, j'adore ce genre de comédie américaine, enfin new-yorkaise pour le coup tout particulièrement. Donc j'ai quand même marché dans l'ensemble. On va peut-être parler. Je sais que toi, Christophe, visiblement tu ne l'as pas vu. On peut, parce que pour faire participer aussi Olivier, mais dans les blockbusters de l'été, il y avait F1 avec Brad Pitt. Alors le pitch, il est très simple. On prend Top Gun 2 et on le met dans une voiture de F1. Toi, Christophe, tu l'as pas vu, ou t'as pas supporté? Non, j'ai commencé à regarder, mais j'ai décroché, j'étais chez moi et j'ai laissé tomber. Voilà. Bon, en plus, faut savoir quand même que tu as une installation cinéma chez toi qui permet quand même de recréer une ambiance de cinoche assez folle. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé de ce F1 et de ce Brad Pitt? Je connais pas ton installation, Chris, mais je pense que ça, c'est encore plus que Top Gun Maverick, c'est un vrai délire de salle. Moi, je me suis même fait un petit cadeau, je suis allé le voir en IMAX. Alors je parle de tout ce qui est partie course, hein. C'est un délire.
la salle qui vibre, t'as l'impression de sentir la gomme sur la piste. Moi, j'ai en termes de, comme l'était Top Gun Maverick, hein, j'ai vraiment adoré l'expérience du film en salle. C'est filmé, caméra dans le cockpit au plus près de la route. Enfin, même la course finale, bon, ouais, voilà, c'est pas, y a rien d'original, mais j'étais accroché à mon siège. Alors après, par contre, le scénario, c'est écrit par un gamin de 4 ans, quoi. Il y avait un truc qui fonctionnait très fort dans Top Gun Maverick. Bien sûr. C'était l'idée de passation. Voilà. Et même, il y avait une réflexion quand même sur la vieillesse aussi. Il y avait une vraie réflexion sur l'âge, sur même si Tom Cruise, pardon, c'est lui qui les sauve à la fin, machin, mais voilà, il arrive tout fier, et puis les petits jeunes, voilà. Il y avait une vraie réflexion, il y avait quelque chose de très humain qu'on retrouve pas du tout là. Là, c'est le vieux vétéran. Alors bon, faut vraiment rentrer dans l'histoire pour y croire, hein, parce que Brad Pitt, 60 ans, qui a pas couru depuis 30 ans, en tout cas en Formule 1, et qui arrive à faire ses performances, voilà, je voulais juger. Et puis le rookie qui sait pas trop si le vieux briscard est là pour l'aider ou pour prendre sa place, c'est zéro. C'est zéro. Après, Brad Pitt, charisme de fou, petit sourire en coin, le casque à la main, c'est la classe internationale. Mais voilà, c'est surtout, moi, j'ai adoré vraiment. Je pense que ça sera dans mon top 10 cette année pour l'expérience cinéma. Pour l'expérience cinéma qui est assez dingue. Je continue à penser que même avec une super installation, c'est pas un film de soirée à la maison. Mais visuellement, les courses étaient bien filmées. C'est juste que c'était trop gros pour moi. Moi, j'ai arrêté à la course où tous les tours, il fait semblant de faire, il provoque un petit accrochage pour que ils mettent les voitures balais qui grattent une place. Et je suis prêt à te payer ta place. Pas crédible, ça m'a. Je suis prêt à te payer ta place en IMAX. En IMAX pour que tu me donnes ton avis. Dans ce cas-là, je préfère voir un truc raccourci de 30 minutes où il y a toutes les courses d'un seul coup et ne pas me taper 2 heures de film. Ça me saoule de me faire chier 1h30 dans un film pour 30 minutes où oui, je vais trouver ça génial parce que c'est comme le Jurassic Park, hein. Les 2-3 scènes d'action c'est bien filmé, c'est joli, mais je me fais chier et je veux pas payer pour aller voir ça. T'as regardé ça chez toi 20 minutes pour un film qui dure 2h40 et que j'ai vu en IMAX. Voilà, la comparaison, c'est pour ça que je te dis ça, Chris. Voilà, je pense sincèrement que c'est une expérience de cinéma. Je me suis retapé Maverick sur ma télé. Et il y avait un charme certain, mais c'était loin d'être ce que j'avais vécu au cinéma. Et alors, juste pour donner mon avis rapidement, je ne suis pas allé voir ce film en me disant tiens, j'ai une expérience cinématographique, je veux dire scénaristique importante devant moi. J'ai Brad Pitt qui en fait des tonnes, qui mâche son chewing-gum, qui bouffe, qui fait des sourires en coin, qui veut pécho, qui va pécho, qui va mettre sa nique à tout le monde. C'est effectivement, voilà, toutes les scènes de course sont extraits. Et pour le coup, je trouve les scènes de course scénarisées. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas le film en lui-même qui a un scénario qui vaut le coup. Le scénario, on s'en balèque très clairement. Ce sont les scènes de course qui, elles, sont scénarisées. Et c'est là que ça raconte des histoires de personnages à travers cette course. Donc c'est pour ça que j'ai aimé finalement. Je me suis laissé prendre en me disant, de toute façon, le scénario, ça va pas m'intéresser. Je vais voir des bagnoles qui vont aller à 2000 km/h et que les gars, ça va être impressionnant. Mais je me suis laissé avoir du fait que dans les courses, il y avait des histoires qui se racontaient de ces personnages et aussi avec le Javier Bardem, avec les mecs à qui on donne des ordres et tout ça. Donc je trouvais que il y avait quand même un côté, d'autant plus que le film est produit par comment s'appelle-t-il ce champion de F1 Hamilton. Voilà, exactement, Lewis Hamilton. Le film est produit par lui, donc je pense qu'il a mis une certaine dose de réel à l'intérieur du film qu'on finit quand même par ressentir. On va
essayer de conclure sur ces films de l'été. Je crois qu'Olivier, tu ne l'as pas vu non plus, ce Valeurs sentimentales. Non. Et donc, Christophe, je te laisse terminer sur Valeurs sentimentales, le petit pitch. À la mort de leur mère, Agnès et Nora voient réapparaître leur père qui a longtemps été absent. Réalisateur de renom, ce dernier veut tourner son nouveau film dans la maison familiale et propose à Nora d'en tenir le rôle principal. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouveau Joachim Trier qui a gagné un prix à Cannes, hein, c'est ça, c'est Grand Prix du jury, non? C'est prix coup de cœur, un truc comme ça, non? Je sais plus. Mais oui, je crois qu'il a gagné quelque chose. Olivier, tu te rappelles de ce qu'il a gagné? Du tout. Bon, en tout cas, il a gagné un prix à Cannes. Alors, Christophe? Alors moi, j'avais découvert le réalisateur par Julie en 12 chapitres. J'avais trouvé que c'était une pépite. Si vous n'avez pas vu, foncez. Merveilleux. Foncez. Merveilleux. Et il confirme ce que je pensais de lui. C'est un très bon réalisateur et surtout un immense directeur d'acteurs, que ça joue dans tous ses films. Alors je les ai pas tous vus, je les rattrape petit à petit, mais à chaque fois que je vois un de ses films, ça joue mais d'une force, c'est assez impressionnant. Renaté, alors désolé Reigns. pour les noms. Alors déjà quand c'est en anglais, j'ai du mal, mais alors là. Renaté Reigns. Merci. Elle était déjà folle dans Julie en 12 chapitres, et là encore, elle est magistrale. Elle apporte une sensibilité à son personnage qui est bouleversante. Et Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård. Merci. Son père. Ouais. Je pense, de tout ce que j'ai vu de lui, il livre peut-être son meilleur rôle. Il a un personnage extrêmement complexe. Il est détestable et attachant en même temps. Et il apporte énormément à l'ensemble. De toute façon, tout tourne autour de lui. Alors, il y a les filles, mais les filles réagissent il y a la à la sœur qui a un rôle présence très de leur très père. important. Et la vraie révélation du film, c'est celle qui joue la sœur, dont j'ai zappé le nom, qui est pour moi, c'est la vraie force émotionnelle du film vient par. C'est le plus petit rôle des trois, mais la force émotionnelle du film, elle arrive par elle, et elle m'a assez bluffé dans les scènes où elle était présente. Et puis même l'histoire, il y a une vraie profondeur. Ça étudie la complexité des rapports familiaux avec les secrets, les non-dits, et ça le fait vraiment bien. Le cinéma et le film qu'ils réalisent, ça devient une mise en abîme de leur histoire familiale et de la famille. Il y a la maison. La maison, c'est un personnage à part entière. La façon dont est filmée la maison et dont c'est inclus dans l'histoire, c'est extrêmement bien vu. Non, pour moi, c'est le seul film que je pourrais dire que j'ai vraiment aimé cet été. Et alors la maison est de toute façon présentée dès le début du film. Le casting, il y a aussi Elle Fanning qui est là, qui a jamais été une grande actrice, et là elle est vachement bien, elle est extraordinaire. Donc l'autre actrice c'est Inga Ibsdotter. Alors je pense que les Norvégiens c'est compliqué. Ça me rassure. Voilà. C'est sûr. C'est un superbe film. Alors Stellan Skarsgård, évidemment, quand tu regardes aussi Andor, tu vois Luten en même temps. Et pas en même temps, allez. Ouais. Et cet acteur apporte toujours une touche d'inquiétude, d'angoisse permanente. Tout se passe dans ses yeux. Le mec est sublime. C'est un très pour moi c'est un très beau film. Ce sera ça sera obligatoirement, parce qu'en plus c'est le genre de film qui mûrit en toi avec le temps. Je pense que c'est un film qui fera sûrement partie de mon top 10, voire même de mon top 5. Ce niveau de jeu est extraterrestre, et de la manière dont c'est joué, c'est vraiment, tout ce que ça raconte à l'intérieur de ça, c'est vraiment sublime. Olivier, quand t'as l'occasion de le voir, précipite-toi dessus. Est-ce que tu avais vu Julie en 12 chapitres? Et non plus. Alors, Julie en 12 chapitres, oui. Bon. Julie en 12 chapitres, c'est... je pense que je préfère encore Julie en 12 chapitres, qui est peut-être plus léger, quelque part. Mais celui-ci est vraiment... c'est un très grand film. Eh bien... Alors, j'ai regardé que ça a eu le Grand Prix au Festival de Cannes. C'est le Grand Prix, voilà. Merci Olivier d'avoir fait ces recherches. Alors, c'est donc terminé pour les films qu'on a vus cet été, mais Christophe, tu nous as préparé... je sais quoi, on va dire un petit résumé des films d'horreur de cet été. Alors je crois qu'Olivier, tu les as pas vus, moi non plus, les Conjuring et compagnie. Enfin, moi, je suis pas très fan de toute façon de base, moi plutôt des films d'horreur, mais je sais qu'il y a un film d'horreur qui a vraiment cartonné, qui était alors le titre français c'est Évanoui. C'est ça Olivier, le titre anglais c'est quoi?
Oui, Weapons. Weapons. Weapons, ouais, je crois que ça raconte autre chose. C'est le seul film que j'aurais voulu voir, mais que j'ai raté. Christophe, t'avais quelque chose à nous dire sur ces sorties d'été de films d'horreur? Alors moi ça a été des petites surprises. Alors je suis pas un grand fan du cinéma d'horreur, mais c'est pas des grands films, je dirais, mais ils ont le mérite d'être originaux, travaillés et j'ai passé un bon moment. Donc les trois films, le premier qui était sorti, c'était Substitution Bring Her Back. Alors c'est peut-être le plus classique des trois, c'est un mélange entre le drame et l'horreur. C'est à la mort brutale de leur père, t'as deux ados qui vont être recueillis dans une famille d'accueil, où la femme a déjà un enfant mystérieux qui est assez bizarre à sa charge, qui est assez mutique. Les réalisateurs, c'était deux frères australiens qui avaient fait le sympathique La Main, qui se regarde. Et ils ont une vraie maîtrise de leur mise en scène. Ils installent une ambiance glauque et pesante. Il y a une scène dans le film qui est extrêmement malaisante. Et ils privilégient toujours l'atmosphère aux effets faciles. T'as pas de jumpscare dans leur film. C'est vraiment l'ambiance malsaine qui prend aux tripes. Et puis au niveau du casting, t'as Sally Hawkins. Ouais, elle a un jeu de malade et elle est glaçante dans le film parce que forcément la dame qui les recueille, elle a des secrets, elle est pas si gentille que ça. Et les trois ados apportent de l'émotion à leur personnage. Ça renouvelle rien, mais formellement c'est vraiment réussi et efficace. Le deuxième qui est sorti, c'est Évanoui, dont tu parlais tout à l'heure. C'est une nuit dans un village au fin fond des États-Unis. T'as tous les enfants d'une classe sauf un qui disparaissent mystérieusement, ils sortent de chez eux, ils se mettent à courir et on les revoit pas. Et le réalisateur, c'est Zach Cregger, à qui on doit Barbare, qui était sorti directement sur Disney+, je crois, qui avait fait son petit effet. Et depuis, tout le monde s'est battu pour avoir son nouveau film. Et ça a été des enchères, quoi. Ils se sont battus à coups de millions pour récupérer le droit de produire le film. Et Barbare, moi j'avais adoré le début. Et le mec il mélange les genres et la deuxième partie ça allait beaucoup trop loin pour moi et ça m'a laissé sur le côté, mais la première partie était déjà géniale. Et ici c'est pareil, le film je pense qu'il divise un peu par rapport à son côté mélange des genres, même si ça reste beaucoup plus abordable. Ça commence vraiment comme un drame t'as un parallèle avec les tueries dans les lycées américains et les traumas que ça installe sur les villes. Et d'ailleurs le nom du film original Weapons est rapport directement aux armes. Je vois pas l'intérêt d'avoir changé par Évanoui. Et donc tu as un film choral et la façon dont est fait le film, c'est tu vas avoir les points de vue de plein de personnages de cette ville sur justement la disparition des enfants, les traumas que ça a installé, avec tout le mystère, et il y a un truc fantastique, horrifique derrière, et toute l'intrigue va s'installer, les mystères vont se résoudre au fur et à mesure que tu verras un autre point de vue, ça te donnera des informations, etc. Le mec, au niveau de la mise en scène, il y a une tension qui est assez folle. Alors lui, il utilise pas mal les jumpscares, mais il le fait plutôt efficacement et il utilise extrêmement bien le hors-champ. Dans un film d'horreur, c'est ce qui marche le mieux, le hors-champ, et il le sait et il l'utilise très bien. Il y a une scène dans une voiture qui est d'une efficacité qui est glaçante. Sur ton fauteuil, t'es pas bien pendant la scène. Mais pareil, ça bascule dans un côté what the fuck à un moment. Il y a avec un humour noir. Moi, l'humour, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça délirant. Mais oui, c'est tellement sérieux au début que ça peut déranger. Et par contre, moi, je trouve que le film est trop explicatif. Alors sur Internet, je comprends pas. J'ai lu plein de gens qui disent que on comprend rien, ils expliquent rien. Moi, je trouve qu'ils expliquent beaucoup trop de choses. Il aurait mieux valu garder beaucoup de mystères. Ça aurait apporté un plus au film. Et un gros souci, c'est que le film te ment, quoi, dans l'écriture. Ça te ment. Et j'aime pas ça. Ils disent des choses dans le film, mais je comprends pas. On en reparlera en off quand vous l'aurez vu, mais le film ment et je vois pas l'intérêt de mentir au spectateur. Mais bon, c'est pas grave. Et le dernier, c'est sûrement celui que j'ai le moins aimé, mais de loin le plus original. Ça s'appelle Together. C'est un couple qui part vivre à la campagne et qui se retrouve maudits et leurs corps vont avoir l'envie folle de fusionner, mais c'est du body littéralement. Ouais. Pour n'en faire qu'un.
Et alors là, on est entre l'horreur et la comédie noire. Il y a vraiment des scènes qui sont vraiment très très drôles. Ça, et puis le film, l'air de rien, il explore aussi de manière assez originale toute la codépendance amoureuse, la façon dont tu te lis à l'autre. Mais là, pour le coup, il s'éloigne ou il se dit. Et visuellement, c'est dérangeant et il y a une bonne maîtrise des effets spéciaux. Alors pas toujours, mais il y a des moments de fusion des corps. Et ça a été fait avec pas mal de prothèses, plus des effets numériques un peu comme ils avaient fait dans The Substance. Et ouais, il y a des passages de fusion de corps qui sont assez bluffants. C'est un gros hommage aussi à The Thing, avec la scène d'ouverture, c'est clairement un immense hommage à The Thing. Après, le film aurait pu aller... je suis sûr qu'avec Olivier on rigole à t'entendre dire The Thing, mais c'est super. Ouais. Le film de Carpenter, oui. Ouais. On précise, c'est le film de John Carpenter. Le film de John Carpenter, avec voilà. Avec Kurt Russell, on précise. The Thing, c'est ça. Merci. Et ma petite déception, c'est que je trouve que ça hésite à aller trop loin. Il y a des moments où tu te dis, les gars, ils se réfrènent parce qu'ils veulent éviter de faire trop gore, d'aller vraiment là où dans Substance, elle a tout lâché les potards, elle n'avait plus rien à péter, elle a tout lâché. Là, il y a des moments où tu vois que ça veut y aller et puis qu'ils se sont dit, ouais, mais non, là, le public, il va vomir dans la salle, il va pas aimer. Alors que finalement, le film, si t'es hermétique au genre horreur, faut pas regarder, hein. Mais ça va, c'est plutôt gentil, c'est même plutôt drôle. Moi, je me suis pas mal marré. Et puis le dernier acte, ça se loupe un peu, mais ça reste original, c'est drôle, c'est fun, franchement, c'était sympa. Donc 3 petites surprises horrifiques de l'été. Eh ben, merci Christophe sur ces films-là. Olivier, il y avait un autre film dont tu voulais parler, que tu as vu cet été ou? Pas particulièrement, non. Par faute de temps, j'ai fait les gros mastodontes américains et puis je m'en suis tenu là. Eh ben, très bien. J'ai joué la carte du spectacle. Exactement. Bon, on a vu aussi d'autres films, mais évidemment, on va pas vous en parler là, sinon le podcast va durer 2 heures. Et c'est maintenant l'heure du film vintage après cette virgule. Et donc, pour cette critique vintage, Christophe, qu'est-ce que tu nous as proposé? Alors, je vous avais proposé Delicatessen de Caro et Jeunet. C'est le premier film qu'ils ont réalisé ensemble. Et donc, qu'est-ce qui t'avait plu, toi, dans ce film à l'époque? Est-ce que tu veux d'abord nous entendre, nous, ou est-ce que toi, tu veux... Oui, je vous ai proposé le film. Je vais d'abord voir ce que vous avez pensé de cette revisite. Je compléterai. Olivier? Alors, je me suis un peu remis dedans parce que donc le film date de 1991. Je pense que ça fait 20 ans, peut-être même plus, que je l'avais pas vu. Ouais, pareil. J'en avais gardé un très très bon souvenir. Un truc un peu dans ma tête, c'était un truc un peu barré. Voilà. Ah bah en le revoyant, c'est toujours aussi barré. C'est un vrai délire visuel. Et franchement, j'ai de nouveau beaucoup aimé. Je trouve que ça a pas beaucoup vieilli en fait, par grâce surtout à la photo de Darius Khondji, qu'on connaît aussi beaucoup grâce à Seven, qui est un peu comme ça hors temps, de son univers burlesque, assez proche de la bande dessinée. En fait, le film, de par son originalité, évite totalement de vieillir et n'est pas ancré dans son époque. J'ai un peu regardé la même année, c'était alors des choses comme Terminator 2, Le Silence des agneaux, Le Robin des Bois de Costner. En France, c'était Van Gogh, Les Amants du Pont-Neuf. Des choses qui sont vraiment plus ancrées dans la fin des années 80, début des années 90, qui certains ont pu un peu vieillir. Là, on est dans quelque chose qui fonctionne encore complètement aujourd'hui. Cette parodie, cette satire du film d'horreur, en même temps très poétique, que ça pourrait être le pitch d'un
d'un slasher. Peut-être que Christophe nous résumera un peu le film tout à l'heure. Voilà, je me souvenais plus qu'il y avait un tel travail sur le son, notamment avec la fameuse scène du lit à ressort. Ah ouais, il y a des gueules, toutes ces gueules du cinéma français, second rôle comme Pinon, Dreyfus, voilà, des années pareil, fin des années 80, 90. Ça a totalement fonctionné sur moi. J'ai vraiment adoré. Écoute, moi je suis comme toi, je l'avais pas revu depuis effectivement des années, et je pense que c'est un film que moi, j'ai le sentiment, c'est un film que je peux aimer quand j'avais, je sais pas, 20 ans quoi. Et aujourd'hui, donc je l'ai revu. Effectivement, j'avais complètement oublié. C'est ça que le pire, c'est que quand Christophe, tu nous avais dit que tu nous avais proposé ça, je l'ai vu rapidement. Et comme on a tardé à refaire un nouvel épisode, et c'est terrible, je l'avais complètement oublié quoi. Alors, ce qui me reste, encore une fois, du film, c'est évidemment tout le côté visuel, comme tu dis, la photo de Darius Khondji, toutes les idées, les angles de vue, de Caro Jeunet, voilà, c'est bon, mais le scénario, m'en contrefou. Je trouve que c'est de la poésie, mais face au tumulte du monde, il est bon parfois de savoir prendre un petit peu de hauteur. Merci. Je trouve que c'est toute cette esthétique, cet esthétisme, je dirais, pour moi, c'est évidemment, ça cache tout le reste, quoi. Je trouve que c'est un film qui est hyper maîtrisé techniquement, qui est esthétiquement séduisant, mais que je trouve, bon, je sais pas, peut-être que c'est moi maintenant, hein, intellectuellement assez creux. C'est un exercice de style qui, dont j'ai plutôt le sentiment qu'il masque une espèce de concept derrière, voilà, plein de références, puis une mise en scène hyper léchée. En fait, je l'ai revu sans déplaisir, mais en même temps en regardant juste un objet visuel, comme si je m'étais trimballé dans une exhibition, enfin une exposition, pardon. C'est mon anglais qui refait la surface, une exposition de je sais pas, de scènes de films de Caro Jeunet comme ça, puis je fais c'est beau, et en fait je crois en fait je l'avais déjà voilà oublié au bout d'un mois et demi de l'avoir revu quoi. Alors Christophe, qu'est-ce que toi t'en as pensé de le revoir? Alors moi, comme vous, principalement, ce qui m'avait bluffé à l'époque, c'était l'univers visuel qui est complètement dingue. Tout ce qui crée, les décors, la colorimétrie, les cadrages. Il y a un côté très BD, comme dit Olivier. Souvent, les cadres, t'as l'impression de voir des vignettes des BD. C'est rarement filmé de face. C'est souvent en plongée, la caméra en contre-plongée. C'est pas du champ contre champ classique. C'est à chaque plan, t'as une idée. À chaque fois, ils se sont dit comment on va filmer ça, et ils trouvent une idée pour le filmer. Et moi, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est une fable, et puis ça marche plutôt bien. Les personnages, ils ont tous leur moment. J'adore le personnage de la suicidaire. C'est génialissime. Chaque scène où elle apparaît, alors elle a pas d'arc narratif, mis à part qu'elle veut se tuer et qu'elle y arrive jamais. Mais et ouais, c'est fou. Alors donc au niveau de l'histoire, oui, c'était ça aussi qui était fort à l'époque. C'est de la SF française. C'est un truc post-apocalyptique en fait. C'est dans un futur dystopique. On sait pas trop ce qui s'est passé. C'est la galère. Il y a plus à manger. Il y a même plus. On a l'impression qu'il y a plus d'économie parce qu'ils se payent avec justement du maïs. Ils se payent avec des graines. Et tout se passe dans un hôtel. C'est un huis clos dans un hôtel. Ou presque, on sort un tout petit peu de l'hôtel pour aller dans les égouts. Et il y a un nouveau concierge qui arrive parce que le truc de cet hôtel, c'est qu'à chaque fois ils prennent un concierge pour s'occuper de l'immeuble. Et vu qu'il n'y a plus à bouffer, le responsable, le patron de l'immeuble, c'est un boucher. Et à chaque fois il liquide le concierge pour en faire de la viande et manger. Et donc on découvre Dominique Pinon qui arrive en tant que nouveau concierge. Et non, même l'histoire d'amour, elle est simpliste, mais ça fonctionne, ça reste une fable horrifique. Et je trouve qu'il franchit trop dans l'horreur parce qu'on voit jamais rien. Finalement, c'est tout le temps du hors-champ. Et non, moi j'avais vraiment aimé. Je préfère La Cité des Enfants Perdus qui va encore plus loin, mais il l'avait écrit en premier, mais
ça demandait un budget tellement colossal qu'ils n'avaient pas les moyens, donc ils ont fait ce premier film Délicatessen pour après avoir le budget pour faire La Cité des Enfants Perdus. Et c'est con qu'ils se soient séparés parce que j'aurais aimé voir plus de films qui réalisent ensemble. Dans Amélie Poulain, on retrouve un petit peu cette esthétique. Tu vois qu'il a gardé un petit peu le côté de Caro. Après, il s'en est un peu séparé, mais j'aurais aimé voir plus de Jeunet plus Caro. Alors, pour la suite, pour le prochain épisode, je vous propose un film américain des années 2000, réalisé par Nancy Meyers. Est-ce que, Olivier, tu l'as? Ce que pensent les hommes. C'est surtout ce que veulent les femmes. C'est ce que veulent les femmes. Wow. Ah oui, en plus, c'est les femmes qui pensent et lui qui entend. Exactement. Et donc, je me dis, c'est dans la période dans laquelle on vit, post-MeToo, ça m'intéresse. Alors, c'était un peu pour faire référence aussi au Basic Instinct, mais je me dis, tiens, ce serait intéressant de revoir ce film qui a tout juste 25 ans, avec, on rappelle quand même comme pitch, je crois que c'est Mel Gibson, il se plante dans sa douche, et puis, en fait, il entend les pensées des femmes. C'est ça. Exactement. Alors, je sais que je l'ai vu, mais je ne m'en souviens absolument pas. Et ben, en tout cas, en anglais, le titre, c'était What Women Want. Et en français, c'est donc Ce que veulent les femmes. On se retrouve le mois prochain pour en parler. Mais après cette virgule, on parle de nos recommandations, voire d'autres choses. Et c'est l'heure des recommandations ou d'autres choses. Christophe, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, mon été cinématographique n'a pas été fou. Donc, je vais partir sur le théâtre. Je vais vous proposer ma pièce préférée du festival Oeuvres, sachant qu'elle sera sur Paris du 29 septembre au 5 janvier au théâtre de la Renaissance. Et ça s'appelle Made in France. Alors, Made in France, c'est la deuxième pièce, je crois, de la compagnie La Poursuite du Bleu. Ils avaient fait Coupure il y a quelques années, qui avait fait son petit effet, qui avait eu même un bon succès. Je crois même qu'ils étaient allés au Molière avec. Et comme Coupure, on est dans la satire sociale, le drame et la comédie. L'histoire, c'est un détenu on lui accorde une liberté conditionnelle avec un bracelet électronique, mais il doit aller travailler en tant que technicien de surface dans une entreprise. Le souci, c'est que quand il arrive dans l'entreprise, il comprend que l'entreprise va être fermée. Il va déposer le bilan. Et donc, si la société ferme, il retourne en prison. Donc, il va tout mettre en œuvre pour essayer que la société ne ferme pas. Et le pitch est très bon. Le pitch est très bon. Et la mise en scène est extrêmement dynamique et inventive. Les comédiens sont constamment en mouvement. Ils vont jouer tous plusieurs personnages, sauf le détenu qui jouera uniquement son personnage de détenu. Le travail sur les décors est assez fou, avec notamment l'utilisation d'une batterie qui est centrale, qui apporte tout le côté l'usine, le bruit des machines, mais aussi la colère des ouvriers. Et c'est vraiment bien foutu. Et il y a toujours un humour extrêmement présent avec des quiproquos, mais le premier quiproquo de la pièce, mais à mourir de rire tellement c'est drôle. Mais l'humour, la pièce est très très drôle, mais ça dilue jamais le propos de la pièce, parce que la force de la pièce, c'est son écriture. Tu vois que il y avait eu un vrai travail de documentation pour en faire une satire assez lucide sur tout ce qui est enjeux économiques, politiques ou la colère ouvrière, parce que la pièce n'est pas manichéenne. Alors oui, elle prend parti plutôt du côté des ouvriers, mais c'est pas pour autant que tous les ouvriers sont gentils, que tous les politicards et les hommes d'affaires sont des raclures. T'as une syndicaliste qui pense qu'à elle, t'as un homme politique, une femme politique qui, elle, cherche vraiment, tu sens qu'elle veut mettre du sien pour essayer de sauver cette entreprise. Ils auraient pu aller dans la simplicité, en faisant les gentils pauvres et les méchants riches et politicards, mais ils le font pas. La pièce est pas mauvaise, la réalisatrice. Elle donne pas de solution, mais elle montre justement la complexité du problème d'une entreprise qui est vouée à fermer et que c'est pas si simple que ça de la sauver. Non, c'est extrêmement bien, c'est très 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 drôle. Qu'est-ce que j'ai ri, et c'est à voir. Made in France, c'est un gros coup de cœur.
Super. Tu peux nous rappeler, c'est au Théâtre de la Renaissance, c'est ça? Théâtre de la Renaissance du 29 septembre au 5 janvier. Et après, je pense qu'ils seront en tournée. Quelques dates en tournée. Très bien. Avant de passer la parole à Olivier qui nous a dit qu'il n'allait pas nous faire une recommandation, je pense que ça va être intéressant de terminer le podcast en beauté. Moi, je vais rester cohérent. Et sachant que je vous ai parlé du James Gunn, du Superman de James Gunn, pour continuer dans cette logique, si vous n'avez pas vu la saison 1 de Peacemaker, je vous dis regardez-la, parce que John Cena, donc ancien catcheur qui s'est donc reconverti, ancien catcheur, bientôt ancien catcheur, il continue de catcher pour une dernière année à la WWE. Là, il avait toujours des rôles un peu pourris et tout. Et c'est un mec qui est en train de trouver un peu son James Cameron pour Schwarzenegger par exemple, et il a trouvé en James Gunn vraiment quelqu'un qui l'exploite totalement. Ce personnage de Peacemaker qui est apparu pour la première fois dans Suicide Squad, la version de James Gunn, est un crétin américain débile qui aime les armes et qui aime faire la paix. Enfin, si oui, il faut tuer la moitié de l'humanité pour avoir la paix, il est capable de le faire. Et il apporte une vraie profondeur à ce personnage dans la première saison et dans la deuxième saison qui vient de commencer. J'en suis à 3 épisodes que je regarde bien sûr légalement. Ça va vraiment très en profondeur. D'ailleurs, James Gunn a dit que Peacemaker allait être vraiment une série centrale de son univers. Donc, on peut espérer d'avoir plusieurs saisons. La première saison, elle est quand même très très loin dans le gore, dans la connerie. John Cena est à poil, je ne sais combien de temps. Ça parle de cul. Ça va quand même très 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 loin. Là, la deuxième saison, dès le premier épisode. Je vous en dis pas plus, mais il y a une scène chez John Cena qui est déprimé. Enfin, dans le personnage de Chris Smith, son personnage, qui est donc le Peacemaker, qui est à pleurer de rire. La fin du premier épisode est vraiment géniale. Voilà, quand on parle de multiverse et qu'il y a quelqu'un derrière qui sait manier ça et qui sont pas 15 à le manier, ça raconte tout d'un coup quelque chose d'extrêmement intéressant. Et est-ce que vous changeriez d'univers si dans cet autre univers vous étiez pas considéré comme le loser que vous êtes dans cet univers-ci? Voilà, je vous laisse sur ça. C'est vraiment, vraiment à voir. Je sais pas si vous l'aviez vu d'ailleurs, Peacemaker. Je crois, Olivier, t'avais vu la première saison, toi. Ouais, moi j'ai adoré. Et Christophe, t'avais pas vu? J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Ok. Et c'est à ton tour, Olivier, de nous dire ce que tu avais à nous dire. Oui, alors effectivement, comme tu le sous-entendais, c'est pour la première fois, j'ai préféré un coup de cœur donner un coup de griffe. Je pense que je viens de voir un film qui va rentrer dans mon top 5 des pires films de la décennie, qui est la version Temu de son propre réalisateur, c'est-à-dire le remake par John Woo lui-même de The Killer. Alors autant The Killer, la version congaise de base début des années 90, je crois que c'est de 90 ou 91, avec Chow Yun-fat, c'est peut-être un des plus grands films d'action qui a inspiré les John Woo, comme l'avait fait aussi toujours de John Woo le Hard Boiled, c'est-à-dire à toute épreuve. Merci. Il vient de ressortir au cinéma. Exactement. Donc cette version de The Killer, donc réalisée à mon avis pour le pognon par John Woo, alors qui est un film c'est sorti très brièvement sorti aux États-Unis et aussi très brièvement en France. C'est un film de streaming, c'est la chaîne Peacock qu'on n'a pas en France, mais c'est sur Canal, vous le trouvez sur Canal. Ça se passe à Paris, donc au lieu de se passer à Hong Kong, ça se passe à Paris, ville qui pas du tout faite pour ce film-là, avec Omar Sy et comment elle s'appelle déjà, je cherche son nom. Bref, une actrice qui était dans Game of Thrones et qui était aussi dans le nanar de Coppola, Megapolis. Donc là, le tueur n'est plus un tueur, c'est une tueuse. Mais rien ne fonctionne. Rien. C'est mal dit, c'est mal dirigé. Les gunfights, pourtant, c'est le truc de John Woo, mais
je suis désolé, j'emploie une vieille expression, mais c'est à chier, quoi. Les cascades en moto, de voiture, on dirait vous savez, les cascades dans les parcs d'attractions avec le feu derrière et le mec, le cascadeur qui saute. C'est une catastrophe. Il y a rien qui fonctionne. C'est mal filmé. On dirait un réalisateur qui voudrait imiter John Woo mais sans les moyens. Le film a quand même coûté 30 millions de dollars. Hein. Là, très sincèrement, je sais pas où c'est passé. Alors, c'est drôle. Parce que les comédiens français, quand ils se parlent entre eux, s'il y a moins de 3 mots, ils se parlent en français. Mais dès qu'il y a une vraie phrase, un vrai dialogue, même entre Français, ils se parlent en anglais. Aucune logique au truc. On retrouve évidemment les colombes dans l'église, le face-à-face avec le gun, les ralentis. Il aurait pu en profiter pour moderniser le propos, mais là, même pas. Donc, ça en devient ridicule. Et les ralentis, bon, comme d'habitude chez John Woo, mais là il y en a tellement que si tu remets le film à vitesse normale, je pense que le film dure 55 minutes au lieu d'1h45. Voilà, c'est un film de plateforme, mais on dirait un téléfilm de France 3. Je vais conclure pour vous donner un peu le ton. C'est comme si John Woo avait réalisé un Meurtra. Il y a rien. Je pense sincèrement qu'il y a rien à sauver. On peut même pas se dire, ouais, bon, voilà, j'ai vu un petit John Woo, ça reste fun, vite vu, vite oublié. Non, là, c'est juste tout pourri. Voilà, c'était mon coup de griffe du mois. Voilà, John Woo est rhabillé pour l'hiver. On a bien fait de terminer par ça. Et John Woo, il est où, John Woo? Il est où? Merci Christophe, merci Olivier. Mais de rien. Merci à vous tous et puis à la prochaine. Exactement, on se retrouve le mois prochain. On finit bien évidemment dans un état critique. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!